l'enregistrement en même temps. Ok, très bien. Donc, bonjour à toutes et à tous. J'ai vraiment grand plaisir de vous accueillir pour ce webinaire sur la prévention de la désinsertion professionnelle. De quoi parle-t-on en fait? Eh bien, on est dans le cadre du vieillissement de la population active, de l'allongement des carrières, de l'augmentation des maladies chroniques. Et ces constats font que la prévention de la désinsertion professionnelle et notamment le maintien en emploi devient un enjeu économique et social important. Juste quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer avec, mais pour poser un petit peu le cadre de cet enjeu, alors que seulement les accidents, les arrêts du travail qui durent plus de 3 mois représentent seulement 10% des accidents avec arrêt, ils représentent 60% des dépenses. On voit donc l'enjeu économique de la prévention et notamment la durée de ces arrêts de travail. Et on sait aussi que plus la durée des arrêts de travail augmente, plus le risque de perte d'emploi est important. À titre d'exemple, 50% des salariés qui souffrent de lombalgie chronique ne reprendront pas leur travail après un arrêt de plus de 6 mois. Donc on voit on a un impact très fort socialement aussi de ces arrêts de travail, notamment des arrêts longs, dans un contexte en plus d'entreprises qui ont une recherche d'attractivité, une recherche de compétences et les ressources en fait des entreprises sont aussi le maintien en emploi des salariés en activité. Alors la prévention de la désinsertion professionnelle recouvre différents dispositifs d'accompagnement à destination des salariés vulnérables du fait de leur état de santé qui peut être détérioré par la maladie, les accidents du travail, les accidents du trajet ou les maladies professionnelles et qui rendent du coup difficile la poursuite de leur activité. Alors, pour faire le point sur les différentes actions possibles, identifier les rôles des différents partenaires, et notamment celui du service social de l'assurance maladie ou des services prévention et santé au travail, le rôle de l'employeur et les différents dispositifs ou outils mobilisables actuellement. J'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Valérie Thomas, qui est responsable régionale adjointe du service social de la CARSAT Aquitaine, et le docteur Aurélien Mallet, qui est médecin du travail, médecin coordinateur du travail à la HIT 33, et donc qui vont co-animer ce webinaire avec moi. Juste avant de démarrer dans le vif du sujet, je rappelle quand même qui nous sommes au niveau de la CARSAT Aquitaine, Caisse d'assurance retraite et de santé au travail. Nous avons 3 missions principales qui sont bien évidemment d'accompagner et de calculer et payer les retraites. Donc ça, c'est plutôt la partie retraite. On est beaucoup connu pour ça. D'accompagner les publics fragilisés, notamment les salariés fragilisés. Et ça, c'est le rôle du service social qui est présent aujourd'hui. Et accompagner aussi les retraités qui sont en difficulté. Là, c'est plutôt l'action sanitaire et sociale chez nous qui s'occupe de ce volet. Et la 3e mission qui est d'aider les entreprises à prévenir la santé et la sécurité des salariés, le département des risques professionnels, dont je fais partie. Je suis Sandrine Paradis, ingénieure conseil au service prévention. Les missions du service prévention sont bien sûr d'indemniser les victimes d'accidents du travail, accidents du trajet ou maladies professionnelles, donc prévenir aussi les accidents du travail et tarifer les entreprises, donc les cotisations. Alors, le rôle du service prévention dans la prévention de la désinsertion professionnelle. On a un rôle en fait très en amont de la problématique de désinsertion professionnelle par les actions de prévention qui peuvent être menées au sein des entreprises. Donc d'une part, à travers les statistiques accidents du travail et maladies professionnelles, on détecte les secteurs d'activité. Je ne sais pas si on peut passer le diaporama suivant. Donc, on détecte les activités qui génèrent beaucoup d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Et donc, du coup, on peut mettre en place des actions et des programmes de prévention spécifiquement dédiés aux secteurs d'activité les plus accidentogènes. Notamment, je pourrais citer du secteur sanitaire et médico-social, les EHPAD, l'aide à domicile, qui aujourd'hui sont des secteurs fortement sinistrés puisqu'ils ont des indices de fréquence à plus de 100 et qui sont souvent un secteur générateur d'inaptitude au niveau des salariés. Donc l'idée, c'est de construire des programmes de prévention, faire de la prévention, ce que nous on appelle primaire, auprès des entreprises, en respectant les principes généraux de prévention, bien sûr en essayant de supprimer les risques, c'est ce qui est le plus efficace. Si on ne peut pas supprimer les risques, évaluer les risques résiduels et mettre en place des protections collectives pour l'ensemble des salariés ou des protections individuelles, on parle des équipements de protection individuelle, ou bien sûr, le dernier recours, mettre en place des consignes de prévention. Mais globalement, ces démarches de prévention collective sont les plus efficaces sur la prévention de la désinsertion professionnelle, puisque l'objectif est d'éviter l'apparition des accidents du travail, des maladies professionnelles ou des accidents du trajet. Malheureusement, quand la maladie survient ou si on est en défaut sur ces démarches de prévention, comment mettre en place un dépistage précoce
Comment identifier les salariés en risque d'inaptitude? Ça, c'est le travail de la prévention secondaire, et notamment de détection des services, du service social ou des services de santé au travail, ou de la prévention tertiaire. Là, on est vraiment sur l'accompagnement des salariés dans des démarches de prévention individuelle. Donc, je vais laisser la place à Valérie Thomas et le docteur Mallet pour vous expliquer de façon plus en détail qu'est-ce qui peut être mis en place sur les actions de prévention secondaire ou tertiaire, puisque sur les actions de prévention collective, nous avons beaucoup de webinaires à ce sujet-là. Je vous laisse la parole, mesdames. Très bien, merci. Merci Sandrine pour cette présentation et cette introduction. Donc, je prends ton relais pour vous présenter dans une première partie l'offre de service de l'assurance maladie. Alors, par assurance maladie, on entend ce qui semble important à définir, à la fois le service social, donc que je représente aujourd'hui dans cette présentation, le service social, donc composé d'équipes d'assistants de service social et de services administratifs qui sont présents sur tous les départements d'Aquitaine et en charge prioritairement d'accompagner les assurés en arrêt de travail présentant un risque de désinsertion professionnelle. Donc l'assurance maladie, c'est le service social, c'est à la fois le service médical, vous savez, les médecins conseils de l'assurance maladie qui, eux, sont en charge, alors très synthétiquement, de contrôler les arrêts de travail lorsqu'un arrêt de travail est prescrit par un médecin traitant, par un médecin spécialiste, de dire si l'arrêt de travail est justifié. Et lors de ces contrôles, le service médical va pouvoir avoir un fort rôle de détection des situations d'assurés, donc en arrêt de travail, avec un arrêt de travail qui va se prolonger et un risque, de par le problème de santé, un risque, alors on ne parle pas d'inaptitude au niveau de l'assurance maladie, mais on va dire d'une difficulté à la reprise d'activité. Et puis le service administratif, l'assurance maladie, c'est aussi les caisses primaires d'assurance maladie qui principalement versent les indemnités journalières pendant les arrêts de travail. Donc ces trois services, dans un premier temps, en interne, ont un parcours de détection des situations à risque, parce qu'on sait, comme le disait Sandrine dans les statistiques, que plus tôt on intervient pendant l'arrêt de travail, plutôt on limite, alors on ne peut pas, nous, service social et assurance maladie, bien sûr, intervenir sur la santé, sur l'état de santé, mais en tous les cas, pour que les conséquences de la santé aient le moins d'impact possible, ou en tous les cas, pour travailler sur la reprise d'activité et éviter aussi, on est positionné par nos organismes nationaux en gestion du risque, et la gestion du risque signifie aussi limiter la durée des arrêts de travail, voilà, au-delà de ce qui sont justifiés médicalement, et donc travailler au plus tôt sur les perspectives, sur les Pardon, j'entends des interventions, si vous pouvez couper les micros. Voilà. Et donc vraiment le postulat. Non, je vais mettre mes écouteurs. Alors, le postulat d'intervention des différents acteurs, c'est que plus tôt on intervient pendant l'arrêt de travail, plus tôt on rend possible le maintien dans l'emploi. Donc, le maintien dans l'emploi va recouvrir deux domaines, et le premier qui va être travaillé en lien avec les partenaires et notamment avec le médecin du travail, c'est les perspectives de reprise dans l'entreprise, soit au poste de travail avec des aménagements, différents aménagements qui sont possibles. Si ce n'est pas possible au poste, à un autre poste dans l'entreprise, mais aussi ce qu'on appelle le maintien en emploi en général, c'est-à-dire que si malheureusement le maintien n'est pas possible dans l'entreprise, de pouvoir travailler au plus tôt de l'arrêt de travail sur des perspectives de réorientation professionnelle sur de l'externe, sur une entreprise interne comme externe quand l'inaptitude et le licenciement pour inaptitude est inévitable. Donc le rôle de l'accompagnement social, des assistants de service social de l'assurance maladie, c'est d'aider vraiment les personnes à se projeter dans leur avenir professionnel, y compris pendant la période de soins. La période de soins actifs n'exclut pas qu'on puisse envisager, en tous les cas réfléchir à la reprise d'activité, bien comprendre les enjeux de la situation, s'orienter parmi les différents interlocuteurs, parce que bien souvent on se rend compte que les personnes ont un défaut d'information, et c'est bien normal quand on a l'habitude de travailler, d'avoir une activité professionnelle et de se retrouver en arrêt de travail, quel qu'il soit, se repérer sur les rôles des différents médecins, le médecin traitant qui va prescrire, le médecin conseil
qui va contrôler, le médecin du travail qui, lui, dans l'entreprise, va voir les questions de, voilà, de maintien au poste, et puis d'anticiper les actions à mener qui sont possibles, et on le verra dans une troisième partie, pendant l'arrêt de travail. Je précise, avant de donner la parole au docteur Mallet, que l'intervention de l'assurance maladie du service social se situe pendant la période d'arrêt de travail indemnisé. Donc, on est bien positionné, service social et assurance maladie, en prévention secondaire, voire tertiaire. Voilà. Aurélia, je te laisse poursuivre. Oui, bonjour, donc je suis le docteur Mallet, je suis médecin du travail à la HI33, qui est un service de prévention et de santé au travail sur la Gironde. Je pense que pas mal d'employeurs aujourd'hui doivent adhérer certainement chez nous. On a une centaine de médecins, une cinquantaine d'infirmières. Donc, tout d'abord, je veux juste vous reprendre rapidement ce que c'est qu'un médecin du travail et son équipe. Donc, un médecin du travail, d'abord, c'est un médecin avant tout. Je le dis, ça fait toujours sourire, mais souvent, les personnes ne le savent pas vraiment. Voilà. Donc, nous sommes soumis aux mêmes règles, soumis à la même confidentialité, au secret médical, et on a vraiment un rôle de spécialiste, comme un cardiologue ou un pneumologue. Nous, on est spécialisé dans la problématique de santé au travail, c'est-à-dire vérifier la compatibilité de l'état de santé du salarié avec son poste, avec aussi son métier, son emploi d'une façon plus large. C'est ce qui va être très important dans la prévention de la désinsertion professionnelle. Voilà, donc vous savez bien qu'il y a différentes visites qui existent et on est entouré d'une équipe pluridisciplinaire pour pouvoir travailler au mieux. Donc on a des infirmiers qui font aussi le suivi des visites avec nous, qui font de la détection de la PDP, ce qu'on appelle aussi. On a des assistantes en santé au travail qui, elles, vont plus participer à la prévention primaire, justement, comme la CARSAT, puisqu'elles vont venir élaborer les fiches d'entreprise et aider à l'évaluation des risques professionnels, tout comme nos intervenants IPRP, toxicologues, ergonomes, techniciens HSE, etc. On a une assistance sociale, donc un service social au sein aussi des services de santé au travail, qui diffère un petit peu du service social de la CARSAT, puisque nous, du coup, nous allons plutôt prendre en compte des salariés qui sont en activité ou éventuellement en arrêt, mais depuis peu de temps. Et à ce moment-là, de toutes les façons, il y a toujours un lien aussi avec le service social de la CARSAT et nos services. Voilà, donc on a une assistante sociale dans nos services. C'est important de le dire car on a des problématiques des fois de désinsertion professionnelle qui ne sont pas spécialement des fois des problèmes de maladie, mais comme vous le savez, on a des gens en grande précarité sociale, en difficulté sociale, qui sont en risque de perdre leur emploi ou en risque d'être un jour en arrêt maladie, mais parce qu'ils sont en précarité sociale, et c'est là qu'il faut intervenir rapidement pour éviter justement sa désinsertion. Donc on a un service social, on a aussi des psychologues, et puis bien sûr, on a tout un service administratif derrière. Voilà, donc c'est l'ensemble des équipes qui sont à disposition de nos adhérents, c'est-à-dire vous, les employeurs, qui devez adhérer pour le suivi des salariés et de vos entreprises. Si on va un petit peu plus loin dans, finalement, qu'est-ce que c'est que le maintien en emploi? Donc, on peut aller à la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc en fait, parce que finalement, c'est quoi le maintien dans l'emploi? C'est quelque chose dont on entend énormément parler actuellement. On le met un peu à toutes les sauces, entre guillemets, mais ça serait intéressant de savoir un petit peu ce qu'on en fait et finalement, comment peuvent aider les employeurs dans ce maintien en emploi, parce que c'est un petit peu compliqué. Tout d'abord, c'est une démarche d'anticipation, c'est-à-dire que ce n'est pas une fois que le salarié ne peut plus travailler, n'est plus en état de pouvoir travailler ou que son poste c'est trop de temps pour l'aménager qu'il va falloir se poser la question, donc il va falloir anticiper tout ça. Donc ça va permettre au salarié de conserver d'abord son poste dans votre entreprise, ce qui est le but ultime et du salarié et de l'employeur, parce qu'on sait aussi que le but des employeurs, c'est de garder leurs salariés, leurs compétences au sein de leur structure. Hein, c'est vraiment l'inaptitude, c'est vraiment, et le licenciement, la dernière roue du carrosse, on va dire. Et à ce moment-là, c'est vraiment d'aider dans le poste. Et puis, si malheureusement, pour notamment les petites entreprises, quand on ne peut pas reclasser ou qu'il faut changer de métier, on est là aussi pour accompagner le salarié et l'employeur à aider son salarié. On a beaucoup d'employeurs qui aident les salariés aussi à pouvoir suivre une carrière professionnelle, justement. Donc, on fait des propositions en tant que médecin du travail, vous devez en voir passer. On fait des propositions d'aménagement de poste, mais en fait, on ne fait pas que ça. On va y voir après, c'est-à-dire qu'on va proposer des aménagements de poste aux employeurs, mais on va aussi essayer de trouver des solutions concrètes aussi
pour le salarié. Et on va aussi aider l'employeur sur les aides financières qu'il va pouvoir y avoir, parce qu'on sait très bien que c'est un des difficultés des employeurs. On sait très bien que souvent, ils ont envie d'aider, mais leur ressource financière peut être aussi difficile. Et c'est là qu'on est là aussi pour accompagner. Donc, si on va un petit peu plus loin, vous savez que vos salariés, donc on peut changer de slide, vos salariés donc, sont suivis en visite périodique. Donc, on fait des visites périodiques, des visites de reprise après maladie, des visites pendant les arrêts, des occasionnelles, des embauches, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est à toutes ces visites, finalement, on va, nous, en tant que professionnels de santé, se poser la question quand même de se dire, est-ce que ce salarié peut actuellement continuer son emploi et est-ce que ce salarié pourra à l'avenir continuer son emploi? Parce qu'en fait, c'est les deux questions qu'il faut se poser. C'est l'instant T et le futur. Et ça, c'est important. Vous avez la visite de mi-carrière qui s'est mise en place, dont vous avez entendu parler, ce n'est pas le propos du jour, mais qui nous remet finalement au cœur du problème. Mais finalement, j'ai envie de dire, ils nous ont mis cette visite de mi-carrière, mais à toutes les visites, on va se poser cette question. Mais il y a deux visites qui sont importantes, puisqu'on arrive sur ces visites finalement à ce que disait Mme Paradis au départ, c'est la prévention secondaire voire tertiaire. C'est-à-dire que quand on est face à une difficulté, ça aurait été bien d'anticiper, mais on ne peut pas tout anticiper non plus. Et quand on est face à des difficultés, qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a deux visites qui sont importantes et qui sont des outils. C'est la visite de pré-reprise. Cette visite de pré-reprise, elle se fait pendant l'arrêt maladie. Alors, vous allez me dire, les employeurs, pendant l'arrêt maladie, ils n'ont pas beaucoup la main. C'est vrai. Par contre, ils ont la main avant l'arrêt, c'est-à-dire qu'informer les salariés que si jamais ils sont en arrêt, ils ont la possibilité de contacter leur médecin du travail s'ils pensent qu'ils vont avoir des soucis à la reprise, donc en donnant bien les coordonnées. Il y a aussi d'autres choses qui sont mises en place, je vais en revenir tout à l'heure, c'est les rendez-vous de liaison. Et les salariés viennent aussi pendant leur arrêt. Les médecins conseils nous adressent, on en parlait tout à l'heure du rôle des médecins conseils pendant l'arrêt. Ils n'ont pas qu'un rôle de dire c'est fini les IJ, ou j'arrête ou je continue les IJ. Ils ont un rôle de détection. Ils adressent les salariés soit à la fois chez le médecin du travail, donc nous on reçoit des demandes, on convoque les salariés, et aussi au service social de la CARSAT. Donc ils sont ce rôle de dispatching et nous on va traiter le dossier. Donc cette pré-reprise, elle est très importante. C'est la seule visite par contre qui se fait pendant la suspension de contrat de travail avec l'employeur, donc vous ne serez informé de ces visites de pré-reprise que si le salarié l'accepte. Ce qui est en général le cas, puisque le but quand même, c'est de pouvoir discuter d'une reprise et de pouvoir préparer la reprise. Et pour préparer une reprise, il faut qu'on puisse discuter avec l'employeur de ses possibilités ou pas de la préparer. On va y revenir après sur les temps partiels, etc. Et puis, il y a une autre visite qui est importante pour les employeurs, c'est la visite occasionnelle. Il faut savoir qu'un employeur peut, à tout moment, adresser un salarié à son médecin du travail. Il en a le droit et c'est une visite qui sera obligatoire pour le salarié. Le salarié ne peut pas ne pas s'y soumettre. Il n'est pas obligé de nous donner les motifs, mais franchement, c'est quand même mieux quand on sait pourquoi un employeur nous l'envoie. Mais vous allez dire, souvent les employeurs disent, mais je ne sais pas finalement quand est-ce que je vous envoie quelque chose. Alors là, je vous ai listé des petites choses qui peuvent faire dire, tiens, il faut que je l'envoie. Quelqu'un qui a des arrêts de travail à répétition, qui n'avait pas avant. Bon, l'arrêt longue maladie, souvent, il est passé. Quelqu'un qui a des difficultés à tenir son poste. Avant, il faisait des choses. Alors, s'il a toujours eu des difficultés à tenir son poste, ce n'est pas un problème de santé. Hein. C'est votre problème. C'est un problème, j'ai envie de dire, de compétence ou d'adaptabilité. C'est pas. Mais quelqu'un qui a un changement, tout d'un coup, il se met à faire des erreurs. Il est en perte de productivité. Il se met aussi à avoir des problèmes relationnels avec ses collègues. Je ne sais pas trop pourquoi. Avant, ça y était pas. Des signes de fatigue. Il fait des postes qu'il ne faisait pas. Il évite certaines tâches. Avant, il les faisait pas. Tous ces petits signaux, avant de se dire... Bon, lui, il ne fait plus l'affaire ou il n'a plus les compétences. Vous voyez, avant d'être sur le caractère professionnel, qui sera peut-être le cas, c'est intéressant de se dire, est-ce qu'il n'a pas un problème de santé ou personnel dont il n'a pas nécessairement besoin de me parler? Je ne suis pas son médecin, ni son assistante sociale, ni sa psychologue, bien qu'il y ait beaucoup de salariés qui pensent que son employeur est l'assistante sociale, la psychologue et tout ça. Mais se dire, il a peut-être un problème, je vais l'envoyer au médecin du travail. Si le médecin vous le renvoie sans recommandation ni rien, ben ça veut dire qu'il est apte à tenir son poste, donc apte à entendre qu'il y a des choses qui ne vont pas. Ou le médecin du travail reviendra vers vous en disant, bon, ben voilà, actuellement, est-ce qu'on peut aménager, est-ce qu'on peut voir, etc.
Ou carrément, on va retirer le salarié du monde professionnel en arrêt maladie parce qu'il relève de la maladie. Ou même, je disais aussi, on peut l'envoyer, si c'est des problèmes sociaux, vers notre assistante sociale. Un salarié qui est endetté, qui a plus de voiture, qui a des soucis à la maison, etc., c'est un salarié qui va être en difficulté, par exemple. Voilà. Donc, cette visite, elle est importante dans la PDP parce que l'employeur va pouvoir éventuellement détecter et nous adresser et faire partir le salarié dans cet engrenage de maintien en emploi. On peut passer à la slide suivante. Donc là, je vous ai parlé donc un petit peu de nos rôles. Je vais un peu vite, hein, parce que l'idée, c'est aussi de vous laisser un temps de réponse, de questions. On a donc différents dispositifs à notre disposition. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, on a le salarié au cœur du problème, d'accord? Ce salarié, il va avoir un employeur qui a des possibilités, mais qui n'a pas toutes les possibilités, qui n'a pas toutes les informations. Donc, cet employeur va pouvoir faire éventuellement des aménagements sous prescription du médecin du travail, et on va être là, nous, en tant que médecin du travail, pour trouver les ressources financières. Par exemple, un salarié qui est reconnu en qualité de travailleur handicapé, on va avoir les subventions de l'AGFIP pour pouvoir accompagner l'employeur avec Cap Emploi, etc., pour pouvoir accompagner cet aménagement. Il y a ce qu'on appelle le rendez-vous de liaison, qui est tout neuf, qui vient de sortir il y a 2 mois. Un employeur, pendant l'arrêt maladie du salarié, si le salarié est en arrêt de plus de 30 jours, peut, pas obligé, peut proposer au salarié un rendez-vous dans l'entreprise ou ailleurs, auquel il va associer les services de santé au travail, on viendra ou pas en fonction, mais c'est une possibilité qu'a l'employeur de rentrer en contact avec son salarié. Rappelez-vous, ce qu'il n'avait pas tellement le droit de faire avant, puisqu'il y a une suspension de contrat de travail. Donc, ce rendez-vous va permettre à l'employeur ce contact, de dire au salarié, vous savez, il y a la visite de pré-reprise qui existe, allez voir peut-être le médecin du travail, et puis on verra après s'il revient vers nous ou pas. Est-ce qu'il y a des problèmes, etc., etc. Donc, c'est un lien maintenant que vous avez droit à un rendez-vous. Le salarié peut le refuser. Il n'est pas obligé de donner la raison. Voilà, donc c'est une possibilité. Il y a aussi donc les liens, les formations pendant le temps de travail, etc. Mais ça, Madame Thomas va y revenir après. Nous, le service de santé, on va pouvoir faire les aménagements, le suivi, etc. Il y a aussi tous les processus de l'assurance maladie pendant l'arrêt de maladie. Madame Thomas va le reprendre après, c'est-à-dire que pendant l'arrêt maladie, il peut se passer des choses, il faut qu'il se passe des choses, il faut mobiliser, parce que quelqu'un qui est en arrêt 2 ans sans avoir rien fait, on n'y arrivera pas. Et on a, nous, médecins du travail, un lien que seuls nous peuvent avoir, c'est les liens avec les médecins traitants. Et ça, c'est le secret médical. On a un lien qui est important aussi avec les médecins conseils, et notamment, on a des dispositifs qui sont le temps partiel thérapeutique et l'invalidité. C'est très intéressant dans le maintien en emploi. Ça permet de faire reprendre ou de mettre quelqu'un en temps partiel pendant un temps avec l'accord de l'employeur, bien sûr, parce que l'employeur peut refuser un temps partiel thérapeutique. Attention, il faut quand même qu'il justifie le fait qu'il ne puisse pas le faire quand même. Mais on est là pour discuter, ça peut être des temps partiels sur des journées pleines, sur des demi-journées, etc. Le médecin traitant prescrit le temps partiel, c'est un arrêt maladie. Le médecin du travail va donner les modalités, le pourcentage, combien de jours, pas quel jour en général, c'est plutôt l'employeur qui le voit, mais les modalités. Il y a une autre chose qui est importante, c'est l'invalidité. L'invalidité va permettre, comme un temps partiel thérapeutique, va permettre de maintenir un salarié en temps partiel avec une compensation de sa perte de salaire. Là encore, ce n'est pas une obligation de l'employeur de faire un changement de contrat de travail. C'est, ceci étant, fortement recommandé de l'accepter puisqu'il va falloir le justifier si ce n'est pas fait. Mais tout ça, c'est des discussions avant, mais ça permet à quelqu'un de rester à 70% de son temps, de la maintenir dans l'emploi tout en ayant une compensation de perte de salaire. Il y a d'autres dispositifs qui existent dont je ne vais pas rentrer, c'est la lourdeur du handicap, etc., qui permet, quand il y a des baisses de productivité, de garder les salariés sans impact financier pour l'employeur. Et ça, c'est très important. Voilà. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de réseaux. L'employeur, je pense, n'a pas besoin de tout connaître. Surtout, ce n'est pas à lui de choisir quel réseau. Il faut juste savoir que quand on a un salarié dans les mains qui a un souci de risque de désinsertion, on peut faire valoir toutes ces personnes-là, tout ce réseau-là autour de nous et qui rentreront en contact avec vous. Voilà. Je peux passer juste à la slide d'après, s'il vous plaît. Et là, je passe la main donc à Mme Thomas qui va vous expliquer un peu plus la problématique pendant l'arrêt et des formations hors temps de travail.
Oui, effectivement. Donc, le docteur Palais parlait voilà, de certains dispositifs également au service du retour à l'emploi, hein, que sont les temps partiels thérapeutiques et l'invalidité. Là, on va rentrer plus spécifiquement dans les dispositifs qui peuvent se passer pendant l'arrêt de travail. C'est-à-dire que depuis la loi de financement de la sécurité sociale de 2009, une personne en arrêt de travail peut bien sûr, sous certaines conditions, bénéficier d'actions de remobilisation pendant l'arrêt de travail. Donc ces situations sont étudiées dans ce qu'on appelle les cellules locales prévention de la désinsertion professionnelle, où participe l'assurance maladie, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le service social, le service médical, la CEPAM. Et en région Aquitaine, ces cellules sont ouvertes aux médecins du travail, parce que l'avis du médecin du travail est extrêmement important pour orienter une personne à bon escient, hein. Il ne s'agit pas d'orienter une personne, notamment vers une formation qui aboutirait, après la formation, à une inaptitude à la formation suivie. Donc les situations s'organisent comme suit. Je vous disais, une personne peut bénéficier d'actions de remobilisation pendant l'arrêt de travail. C'est quand même soumis à un certain nombre de réglementations. Ça fait suite à une demande de l'assuré, hein, une demande de l'assuré qui, accompagnée par le service social ou par d'autres organismes, va avoir travaillé sur son projet de retour à l'emploi. Le service médical, donc de l'assurance maladie, va vérifier que la durée de l'arrêt de travail est compatible avec la durée de la formation, puisque bien sûr, il ne s'agit pas de garder en arrêt de travail des personnes pour suivre une formation, hein. Il faut que la durée prévisible de l'arrêt de travail soit compatible avec la durée de la formation. Le service social, en lien avec le médecin du travail, va confirmer le risque de désinsertion professionnelle et la cohérence du projet. Et la caisse primaire d'assurance maladie va s'assurer que la personne en arrêt de travail bénéficie bien d'une ouverture des droits à ses indemnités journalières, puisque les indemnités journalières vont continuer à être versées pendant la période de formation. Si tous les éléments sont requis, la caisse primaire d'assurance maladie va notifier un accord qui sera notifié à l'employeur, à l'assuré, pardon, en premier lieu, à l'employeur également pour information, hein, simplement, et également au médecin du travail. Voilà un petit peu pour présenter l'organisation des dispositifs de formation pendant l'arrêt de travail, hein. Et puis ensuite, on va aller sur les diapos suivantes, un petit peu plus sur les différents leviers de la remobilisation. Donc là, vous voyez à l'écran un tableau qui reprend voilà, différentes choses qui peuvent être intéressantes, en tous les cas, pas à maîtriser, mais à connaître, parce que ça montre tout ce qui est possible, que ce soit sur les leviers de droit commun, hein. Donc les leviers de droit commun, en première ligne, constituent des leviers qui sont accessibles, qu'on soit en arrêt de travail ou hors arrêt de travail. Donc, c'est les formations qui peuvent être faites par tout salarié, par le biais du financement, le compte personnel de formation. Vous savez, les 500 € qui sont abondés sur le compte personnel de formation de chaque salarié, mais également dans le cadre des projets de transition professionnelle, des bilans de compétences, hein, qui peuvent être faits pendant l'arrêt de travail, mais aussi hors arrêt de travail. Donc, ces bilans de compétences sont faits par des organismes conventionnés, sont d'une durée de 24 heures et permettent de faire le point sur les compétences, sur différentes choses et de définir un projet d'évolution professionnelle. Mais là aussi, qu'on soit confronté à un problème de santé ou pas. Un autre dispositif ouvert à tous, tout salarié, qui est gratuit, à la différence du bilan de compétences qui est, pour vous donner un chiffre, un bilan de compétences, c'est à peu près 1 800 €, finançable par le compte personnel de formation du salarié. Le conseil en évolution professionnelle, lui, est gratuit et il peut être demandé par tout salarié. C'est une démarche complètement individuelle et volontaire, et qui permet d'avoir un appui pour faire le point sur sa situation professionnelle. Donc en Aquitaine, c'est le CIBC 33 qui porte l'ensemble des conseillers en évolution professionnelle, et grâce à un numéro de téléphone qu'on pourra éventuellement vous communiquer, la personne
prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle au plus proche de son domicile. Donc ça, des leviers accessibles à tous, qu'on soit en situation de prévention de la désinsertion professionnelle ou pas. Les leviers de l'assurance maladie, là, effectivement, on est sur des dispositifs qui se mettent en place quand il y a un risque d'inaptitude au poste qui est avéré. Donc, le docteur Mallet a parlé des conditions de mise en place du temps partiel thérapeutique. Il existe aussi deux autres dispositifs, dont un qui est extrêmement intéressant. Peut-être vous avez déjà été sollicité pour mettre en place ces essais encadrés. L'essai encadré permet à une personne en arrêt de travail de se rendre dans une entreprise pour tester, alors autant que possible à son entreprise, pour tester son poste de travail, donc tester la possibilité de sa reprise du travail, tester aussi un aménagement de poste qui aura été proposé par le médecin du travail, tester sa capacité à reprendre son ancien poste et aussi rechercher des pistes d'aménagement. Donc cet essai encadré se fait en entreprise, il est d'une durée de 28 jours maximum. Il fait l'objet alors je ne sais pas si c'est une convention, en tous les cas, si, d'une convention qui formalise les engagements des partenaires. Alors, les partenaires, ça va être les assurés, le tuteur de l'entreprise et le médecin du travail. Donc, les indemnités journalières sont maintenues. La demande d'essai encadré est bien sûr étudiée en cellule locale prévention de la désinsertion professionnelle et fait l'objet d'une notification par la caisse primaire d'assurance maladie qui protège notamment l'entreprise, puisque là, le salarié est en arrêt de travail, mais présent chez vous dans l'entreprise, qui protège l'entreprise en cas notamment d'accident de trajet ou d'accident du travail survenu pendant l'essai encadré, puisqu'en cas de difficulté d'accident, les cotisations seront prises en compte par la caisse primaire d'assurance maladie. Donc un dispositif intéressant dans le cadre de la reprise et sur lequel l'employeur a un réel rôle à jouer. Un deuxième dispositif qui est la convention de rééducation professionnelle en entreprise, qui est un peu plus complexe à mettre en place, pour vous dire, en région Aquitaine, je crois qu'on en a mis 6 en place l'année 2021, alors que sur les essais encadrés, on est à plus d'une centaine. Sur la convention de rééducation professionnelle en entreprise, la différence avec l'essai encadré, c'est que la personne n'est plus en arrêt de travail, mais la mise en place de la convention de rééducation professionnelle fait directement suite à un arrêt de travail. L'objectif de cette convention de rééducation professionnelle en entreprise est de permettre à un salarié d'acquérir des connaissances et des savoir-faire à l'exercice d'un nouveau métier. Donc, dans le cadre de cette convention, on est en face de salariés qui ont une inaptitude à leur poste de travail, mais qui sont en mesure, moyennant la mise en place de cette convention, de pouvoir être maintenus dans leur entreprise à un autre poste. La rémunération du salarié pendant cette période de convention de rééducation qu'on appelle CRPE se fait en partie par l'entreprise et également par le biais de la caisse primaire d'assurance maladie qui va continuer à verser des indemnités journalières même si la personne n'est pas en arrêt de travail. Voilà. Donc cette convention, est signée entre l'entreprise, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie et elle est adressée pour information, à la DRETS, l'ancienne Directs et elle a une durée maximum, cette convention de 18 mois. Donc voilà, des exemples de dispositifs qui peuvent être mis en place et surtout de dispositifs qui impliquent vraiment, l'employeur. En troisième ligne, vous voyez l'ensemble des dispositifs qui, eux, sont des dispositifs qui se font sur orientation des MDPH, des maisons départementales des personnes handicapées. Toute personne qui présente un problème de santé durable avec des retentissements sur sa vie personnelle, professionnelle, peut solliciter la maison départementale des personnes handicapées qui peut attribuer la reconnaissance qualité de travailleur handicapé aux salariés, mais également orienter sur des orientations professionnelles ou des centres de reclassement professionnel. C'est ce qu'on appelle le droit relatif au handicap, à la différence du droit commun. C'est-à-dire que les personnes qui sont orientées sur des formations en lien avec la MDPH sont des personnes pour lesquelles réellement il y a un handicap
important qui ne leur permet pas de suivre une formation auprès d'un organisme de formation traditionnel. Voilà, et donc je m'arrêterai là sur ces différents, leviers de la remobilisation, mais c'était pour vous donner des exemples, à la fois ce qui peut se faire dans le droit commun et pour tout à chacun, et ce qui peut se faire pendant l'arrêt de travail, avec bien sûr toutes les sécurités d'avis du médecin du travail, d'avis du médecin traitant, d'avis du médecin conseil de l'assurance maladie, et avec les garanties aussi nécessaires pour l'entreprise. Là, je vais reprendre un petit peu. Donc, on a parlé de plein de choses. On a parlé finalement de salariés qui étaient en risque d'inaptitude pour raison de santé, et aussi de salariés qui ont ce besoin de changer d'orientation professionnelle. Et ça, finalement, c'est moins du médical. C'est important à prendre en compte parce qu'on sait qu'un salarié qui n'est pas bien et qui n'a pas envie de faire son boulot, ça va être un petit peu compliqué. Mais là, c'est moins en compte. Donc là, je vous ai juste fait un petit récapitulatif des différentes issues d'un salarié qui risque une inaptitude de fait d'un problème de santé. Donc, différentes issues s'offrent à lui, qui seront dépendants de son état de santé, de son poste de travail, de son employeur, de lui, de la mobilité qu'il va y mettre lui aussi. C'est important, on n'en a pas trop parlé, mais il faut qu'il est au cœur de cette mobilité, il faut que lui ait cet engagement. Et puis, des possibilités qu'on pourra mettre ou pas en œuvre par rapport à tous ces critères. Donc, soit le salarié qui est en risque d'inaptitude, on arrive à le maintenir dans l'entreprise, soit au même poste, et souvent avec un aménagement de poste ou pas, mais voilà, on arrive heureusement, et c'est quand même heureusement la majorité des personnes qui ont un problème de santé qu'on arrive à maintenir au même poste de l'entreprise. Soit on peut le maintenir dans l'entreprise ou dans le groupe, mais à un autre poste de travail, parce que c'est une entreprise qui nous permet de reclasser le salarié. Ça peut être d'ailleurs après une formation pendant l'arrêt dont on vient de parler. Ça peut être un salarié où l'entreprise aurait un poste qui peut lui correspondre, mais avec un besoin de formation. Et on aura eu la chance de prendre une PDP un peu précoce peut-être justement et de prévoir cette formation pendant l'arrêt maladie parce qu'il n'aurait peut-être pas eu financièrement la possibilité de le faire hors arrêt maladie en reprenant. Donc, on a aussi cette possibilité de revenir à ce poste-là, à un autre poste avec une formation. Soit, malheureusement, l'entreprise ne permet pas un reclassement au sein de l'entreprise, soit de par les compétences, les places qu'elle a, la taille, hein, une entreprise de 2 ou 3 salariés, ça reste un petit peu compliqué. Donc, ça va être un reclassement en externe. Donc, le salarié va être mis inapte, va être malheureusement licencié pour inaptitude et pourra soit reprendre un travail directement dans une entreprise, sur un même poste ou un autre poste aménagé. Vous savez, on peut être boucher, par exemple, en grande surface. Ça ne sera pas la même chose qu'un boucher dans une toute petite boucherie. Ce n'est pas les mêmes gestes, ce n'est pas les mêmes possibilités. Donc, en fonction d'un problème de santé, on peut garder son métier, mais dans une autre structure. Donc, ce n'est pas non plus aberrant. Des fois, ils disent, comment ça se fait qu'il est bouché ailleurs, qu'il ne pouvait pas être bouché chez moi. Ça dépend de la taille aussi, des choses comme ça. On a des poids lourds, super poids lourds qui ne font pas de manutention, des poids lourds qui font de la manutention, etc. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et à ce moment-là, donc, faut espérer, voilà, le salarié, on l'accompagne aussi, nous, pour qu'il puisse reprendre un autre poste ailleurs, voilà, directement, sans passer par la case de la recherche d'emploi. C'est la troisième possibilité, bien sûr, un licenciement pour inaptitude. Le salarié n'a pas déjà retrouvé un travail ailleurs, il va passer en recherche d'emploi au Pôle emploi. Et il y a aussi toutes les personnes qui sont licenciées pour inaptitude, mais qui ne peuvent pas retravailler, qui ne sont plus employables, entre guillemets, pour raison de santé. Donc, ça va être des personnes qui sont en invalidité de 2e ou 3e catégorie. Ça va être des départs en retraite anticipés pour problème de santé. Donc, quelqu'un qui a une invalidité peut faire valoir un taux plein, par exemple, à 62 ans. Ça permet notamment pour tous les seniors, on a des gens en fin de carrière, c'est difficile. Ils auront, par exemple, ils pensent avoir un taux plein qu'à 64 ans, mais ils bénéficient d'une invalidité déjà. Ils pourront bénéficier de ça ou faire une demande de retraite anticipée au titre de l'inaptitude par le médecin conseil.
ça peut être aussi des possibilités. Donc, on peut aussi accompagner des personnes. Ce n'est pas vraiment le maintien en emploi, mais c'est finalement pouvoir sortir d'un emploi qui péjore leur état de santé du fait de leur âge, dans une retraite anticipée ou dans une invalidité qui fait que la personne ne peut plus travailler, mais pourra au moins subvenir à ses besoins. On est en effet dans la désinsertion professionnelle, mais pas sociale à ce moment-là, et c'est important de le dire. Voilà, donc ça, c'est les issues qu'on a après un salarié qui a des problèmes de santé qui sont un risque d'inaptitude. Voilà, donc je crois que c'était la dernière slide. Je vais repasser la main à Madame Paradis pour les questions. Oui, merci. Donc, on a effectivement un certain nombre de questions. Alors, j'essaie de les prendre dans l'ordre. Bonjour, l'essai encadré est-il nécessairement réalisé dans l'entreprise employeur ou peut-il être réalisé au sein d'une autre entreprise et sur un autre poste? Oui, l'essai encadré, effectivement, peut être réalisé dans l'entreprise d'origine, mais également dans une autre entreprise. Dans une autre entreprise, ça va être principalement dans les situations où le salarié est en risque d'inaptitude et de licenciement pour inaptitude. Et dans ce cas, l'essai encadré dans une autre entreprise et donc dans un autre secteur d'activité va permettre, par exemple, notamment après un bilan de compétences ou un conseil en évolution professionnelle qui va avoir donné des pistes de réorientation professionnelle, de tester très concrètement dans une entreprise ces pistes de réorientation professionnelle. Donc oui, essai encadré dans l'entreprise d'origine ou dans une autre entreprise. J'ai une question sur, nous avons un salarié dans cette situation qui n'a plus de permis de conduire, mais je pense qu'il attend d'être mis en inaptitude, mais notre trésorerie ne nous permettra pas de payer les indemnités de licenciement, 29 ans d'ancienneté. Comment l'employeur peut maintenir le salarié dans l'emploi si le salarié ne le souhaite pas? Alors, bon, là, s'il ne le souhaite pas, ça va être compliqué. Alors, c'est vrai que, alors, faire attention, donc vous dites il n'a plus de permis de conduire, est-ce que c'est lié à un problème de santé ou pas? Donc déjà, le médecin, il mettra une inaptitude si le salarié médicalement est inapte au poste de chauffeur. Il peut avoir c'est une autre mesure disciplinaire, entre guillemets, s'il n'a plus son permis de conduire alors qu'il est chauffeur chez vous. Après, il y a des possibilités, si c'est un problème de santé, qu'il est inapte chauffeur, mais apte à un autre poste, c'est voir quelles sont les possibilités de le maintenir sur un autre poste de travail sans conduite. Et là, bah, ça dépend de la taille d'entreprise, des possibilités d'entreprise. Là, on peut en effet accompagner, nous, l'employeur, notamment dans le cadre de formation, de voir comment, s'il a besoin de formation spécifique, etc., etc. Par contre, pour répondre à votre question, un salarié qui ne veut pas rester, alors encore une fois, l'inaptitude médicale, c'est le médecin du travail qui décidera en fonction des problèmes de santé qu'il a. S'il n'en a pas, il n'y aura pas d'inaptitude médicale. Par contre, s'il ne veut pas rester dans l'entreprise, entre guillemets, c'est ce que je disais, là, ça va être compliqué, mais ça, ce n'est pas obligatoirement un licenciement s'il n'y a pas de motif de licenciement. Une autre question sur le projet de transition professionnelle. Peut-il faire partie d'un reclassement externe lié à une inaptitude? Oui, tout à fait. Alors le projet de transition professionnelle, il est ouvert. Ça peut être de la prévention de la désinsertion professionnelle, mais ça peut être aussi tout à chacun qui souhaite, après une certaine période d'activité, puisque pour mobiliser la transition professionnelle et financement de transition professionnelle, il y a des règles, bon, que je connais pas par cœur, hein, que je ne citerai pas, mais en tous les cas, d'ancienneté dans une entreprise. Donc ça concerne soit des personnes, suite à un arrêt de travail, hein, principalement, parce que quand on est sur du projet de transition professionnelle, on est sur des formations principalement longues, donc rien ne s'oppose à ce que ça se fasse pendant l'arrêt de travail, mais dans certaines situations, quand même, la durée de l'arrêt de travail prévisible va pas être suffisamment voilà, long pour permettre la transition pro. Par contre, le projet de transition pro peut se faire effectivement pour aller vers une autre entreprise, donc un autre secteur d'activité, et se réaliser à l'issue de l'arrêt de travail. Voilà, je ne suis pas certaine d'être parfaitement claire. Je reprends la question précisément. Le projet de transition professionnelle peut-il faire partie d'un reclassement externe? Donc la réponse est oui. Autre question, qui peut décider l'inaptitude d'un salarié après une reprise avec aménagement de poste? Qui peut décider de l'inaptitude, il n'y a que le médecin du travail, de toute façon, qui décidera de l'inaptitude. Ça, c'est sûr. Mais vous me disiez après aménagement, c'est-à-dire qu'il y a par exemple une reprise avec un aménagement de poste, une demande d'aménagement, c'est ça? L'aménagement n'est pas possible, à mon avis, c'est peut-être ça. Alors, normalement, quand on fait une demande d'aménagement, il faut savoir qu'on est censé vous en avoir discuté avec vous avant pour savoir les possibilités d'aménagement.
Après, des fois, on n'est pas d'accord avec des employeurs, ça peut arriver, ou des employeurs qui nous disent non, non, je ne peux pas aménager, alors que on sait, nous, que c'est possible, par exemple, donc c'est là que ça va loin. Mais en général, quand on fait une demande d'aménagement, c'est qu'elle est possible. Si elle n'est pas possible, ça peut arriver. L'employeur peut nous dire que l'aménagement demandé est impossible pour telle ou telle raison. Et ça veut dire que le poste va rester en l'état et qu'à ce moment-là, on peut partir sur une inaptitude au poste tel qu'il est décrit et tel qu'a été fait l'étude de poste et des conditions de travail dans le cadre de l'inaptitude. Donc, ça peut être après une inaptitude. Mais seule l'inaptitude avec le certificat d'inaptitude peut faire valoir un licenciement pour inaptitude. Merci. Question sur l'employeur qui est à l'origine de la mise en place de la CRPE. Doit-on avoir l'accord du salarié? Alors, à l'origine, c'est-à-dire à l'initiative, oui, en tous les cas, dans les démarches et dans la préparation du projet, alors bien sûr en lien avec le médecin du travail. Maintenant, ça fait l'objet d'un contrat, signé, d'une convention signée avec, l'assurance maladie, l'employeur et le salarié. Donc, si on n'a pas l'accord de l'assuré, la convention de rééducation professionnelle en entreprise, ne peut pas se mettre en place. C'est un contrat, hein, c'est un contrat, alors pas un contrat de travail classique, mais c'est un contrat qui va engager l'entreprise, le salarié, et l'assurance maladie sur le versement des indemnités journalières pendant une durée de 18 mois maximum. Donc, enfin, je vais demander au docteur Mallet de compléter, éventuellement. Si l'assuré, n'est pas d'accord, si le salarié n'est pas d'accord pour la convention de reclassement professionnel en entreprise, non. Non, ça ne sera pas possible parce qu'une Non. convention c'est un contrat de travail. Ouais. Donc, un contrat de travail, de toute façon, c'est entre deux parties. Donc, il faut que pour qu'il y ait un contrat de travail, il faut que les deux soient d'accord pour signer le contrat de travail. Donc il peut être à l'initiative et je pense que c'est bien, c'est-à-dire Ouais. qu'il peut en parler au salarié et à ce moment-là, le salarié ou l'employeur même peut se mettre en lien avec le médecin du travail, en lien aussi avec le service social de la CARSAT pour le salarié, etc. Et à ce moment-là, on va mettre en place. Donc oui, il peut être à l'idée, ça je trouve ça très bien. Et si tout le monde est d'accord, de toutes les façons, après ça se mettra en place avec les bons interlocuteurs, sans aucun problème. Alors, je vais prendre peut-être 2 questions qui sont en lien sur, là aussi les aménagements. Qu'en est-il lorsque l'employeur respecte l'aménagement de poste, dans notre cas, pas de port de charge de plus de 10 kg, mais que le salarié repart en arrêt pour rechute? Eh ben, on ne pouvait pas grand-chose malheureusement. Alors pour rechute hâtée, j'imagine, quand vous dites rechute, enfin j'imagine que c'est ça. C'est-à-dire que le fait que le salarié reparte, entre guillemets, en arrêt maladie, de toutes les façons, l'employeur n'a pas la main. C'est un petit peu sur la même question que je viens de voir passer, c'est pour ça que j'en profite pour y répondre en même temps sur l'inaptitude temporaire. Est-ce qu'elle peut déboucher sur une inaptitude? L'inaptitude temporaire déjà n'existe pas au sens du terme, c'est quand on retire, nous, quelqu'un d'un poste de travail, mais souvent il va être pris en charge par le soin. Du moment que le salarié part en arrêt maladie, comme vous dites, est mis en arrêt maladie par son médecin traitant, l'employeur n'a plus trop la main là-dessus, puisqu'il y a une suspension de contrat de travail qui se fait. Donc maintenant, là où ça peut être un truc, c'est que si jamais il fait une rechute hâtée en disant que c'est parce qu'il a porté une charge qui était au-delà, etc., ça veut dire qu'à un moment donné, le salarié va attaquer, enfin, c'est comme ça que je comprends la question, c'est est-ce que le salarié peut attaquer l'employeur en disant « il n'a pas respecté », etc. C'est comme tout, il faudra qu'il le prouve quand même, hein, que les aménagements n'ont pas été respectés, à mon sens. Par contre, l'employeur ne peut rien, entre guillemets, sur un salarié qui est mis en arrêt maladie par son médecin. L'employeur, il n'a pas la main là-dessus, hein. C'est comme il n'a pas la main pour pouvoir le licencier pendant son arrêt, sauf cas particulier, vous savez, quand l'arrêt maladie se prolonge et influe sur l'activité d'entreprise. Enfin, c'est des cas très, très spécifiques, mais là, on ne pourra pas. Donc, je crois qu'un salarié qui est en arrêt maladie, c'est un salarié qui est en protection par rapport à beaucoup de choses vis-à-vis de l'employeur, en tout cas. Donc effectivement, ça a répondu à 2 questions. Il y a une question sur la formation. Je l'ai perdu parce que faire quand le salarié alors attendez. Que faire si le salarié refuse une formation qui lui permet de rester à un autre poste dans l'entreprise? Donc le refus du salarié d'une formation. Alors, ça dépend. Est-ce qu'on est dans le cadre si on est… Alors,
on est par exemple dans le cas d'une inaptitude. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand un médecin du travail, alors là je vais dire des choses qui ne vont pas faire hyper plaisir aux employeurs, je suis désolée, c'est la loi, c'est quand un médecin du travail met une inaptitude à un poste, il fait aussi des propositions en effet de reclassement avec formation ou pas formation, ça c'est moins notre partie, ou d'aménagement, etc. L'employeur fait sa recherche de poste, en trouve. Donc, il a l'obligation de chercher, il n'a pas l'obligation de trouver. Mais imaginons qu'il cherche et qu'il trouve. Il propose au salarié. Il faut savoir que le salarié a le droit de refuser un poste de reclassement. Il y a un cas où ça peut être des abus de reclassement, et c'est pour les AT-MP. Et à ce moment-là, si l'employeur prouve que le salarié refuse de façon abusive le poste de reclassement, il ne doublera pas les indemnités de licenciement dans le cas d'un AT-MP. C'est le seul moment. Sinon, un salarié a accident de travail, maladie professionnelle. Je réponds à la question. AT-MP, excusez-moi, accident de travail, maladie professionnelle. Donc, c'est vraiment un salarié a le droit de refuser un poste de reclassement et il sera quand même licencié au titre de l'inaptitude. Ça, c'est du droit. Voilà. Même si l'employeur lui a trouvé le poste qui correspond exactement à ce qu'a demandé le médecin du travail. On a répondu. Pouvez-vous nous mettre en place un essai encadré dans le cadre d'une recherche de reclassement afin d'assurer que le salarié peut prétendre au poste trouvé? Oui, tout à fait. C'est Ouais. exactement, enfin, c'est un des principaux objectifs de l'essai encadré, c'est de pouvoir justement, bien en amont de la reprise, tester, voir si c'est possible. Et c'est pour ça que le médecin du travail a une place forte dans ces essais encadrés. Mais oui, 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 tout à fait. Tout à On fait. préfère d'ailleurs, nous, en tant que médecin, vous proposer un essai encadré plutôt qu'une reprise en temps partiel thérapeutique, par exemple, parce que ça permet pour l'employeur de garder le salarié qui est en CDD en remplacement, par exemple, il a pris un CDD en remplacement de l'arrêt maladie, par exemple. L'essai encadré lui permet de garder son CDD en place, de mettre la personne en doublon, donc il n'y a pas une perte de productivité. Elle va essayer, c'est surtout que si elle n'y arrive pas au bout d'1 ou 2 jours, on ne se retrouve pas sans salarié au poste puisqu'il n'a pas repris son poste et que le CDD de remplacement, entre guillemets, est toujours là. Donc, c'est hyper intéressant de faire un essai encadré parce que ça n'influe pas sur le fonctionnement de l'entreprise. Oui, vous pouvez demander donc la mise en place de cet essai au médecin. Je vois la question en même temps. C'est-à-dire que si vous avez un salarié qui est en lien avec son employeur, ce qui est très intéressant souvent pendant l'arrêt, ce qui arrive souvent, et l'employeur pense, dit, tiens, on pourrait peut-être essayer tel poste, vous nous appelez, il faut vous dire au salarié de prendre un rendez-vous pendant l'arrêt avec nous et on mettra en place l'essai encadré en lien avec soit le service social de la CARSAT, soit Cap Emploi, si jamais le salarié est reconnu RQTH. Mais ça, c'est de l'organisation. Alors, juste pour préciser, parce que je vois le fil de discussion, pas d'essai encadré si pas d'arrêt de travail, hein? Oui, c'est uniquement un dispositif pendant l'arrêt. Oui, Eh oui. je me permets, c'est Madame Alain, excusez-moi, vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, pardon, c'est pas, pour que ça soit plus court, je pense que le chat. Oui, effectivement, quand on est dans le cadre d'une procédure d'inaptitude, le salarié sort effectivement de l'arrêt maladie. On lance nos recherches de reclassement. Et effectivement, moi, j'ai eu des postes que pourrait prétendre prendre ce salarié-là. Donc, j'échange effectivement avec le médecin pour savoir si effectivement le descriptif du poste correspond bien aux préconisations émises par le médecin du travail, mais je ne peux pas m'en garantir complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, je ne sais pas non plus si le salarié lui-même pourra prétendre à ce poste-là aussi, du fait de des préconisations qui sont émises et qui sont parfois pour nous, employeurs, un peu, on va dire, floues, entre guillemets. On a des préconisations, mais c'est vrai que nous, on n'est pas médecin, donc on n'arrive pas à se rendre compte si ce poste-là peut répondre effectivement aux préconisations du médecin pour ne pas influer sur effectivement le salarié. Donc, je me demandais s'il n'existait pas, à partir du moment où on a trouvé un poste, de savoir si la personne, et c'est pas au niveau des compétences, hein, c'est plus au niveau où là où on peut mettre en place des formations, du suivi, etc., mais plus au niveau de la réelle aptitude
du salarié à avoir réalisé ce poste. En fait, tout ça, ça se fait avant. C'est-à-dire que ça Ouais, ne se voilà. fait pas une fois que l'inaptitude est posée. Une fois que l'inaptitude est posée, on n'a plus qu'un mois pour tout faire. Parce que Exactement. sinon, et oui, sinon vous reprenez le paiement du salaire. Oui, Donc ça, là, on le est paiement trop du tard. salaire, c'est pas la question, en fait. Si, c'est la question, laissez-moi finir, parce que justement, c'est la question. Si vous arrivez à une inaptitude avec les préconisations, et avec les préconisations, vous avez un poste, mais vous n'êtes pas très sûr, en effet, qu'il puisse le maintenir, donc soit on va être obligé de l'essayer quand même à la reprise. Le mieux aurait été de le faire avant la mise en inaptitude, pendant la même maladie, sur un essai encadré. Exactement. C'était ça qui était l'idéal. Alors, on peut Exactement, encore faire un essai encadré. On peut quand même encore faire un essai encadré à condition de le passer en super vitesse en cellule PDP, c'est-à-dire qu'elle est mi-inapte. C'est là qu'on se pose la question. J'ai un poste, il faut que ça passe en cellule. La semaine d'après, on fait la laissée très rapide, mais là, je vois que le service social va tirer le nez parce qu'on a un mois qui suit l'inaptitude pour éventuellement aller essayer pendant l'arrêt, parce qu'on peut être pendant l'arrêt, pendant le mois qui suit l'inaptitude. Mais le mieux, c'est vraiment d'anticiper avant, sinon on va être obligé de tester le poste en réel. Ouais. Moi, je veux juste vous faire part aussi de nos difficultés, nous, en tant qu'employeurs, hein, d'assurer le suivi et le contact avec certains salariés qui sont effectivement partis depuis 2 ans et demi, 3 ans, hein, et pour lesquels, effectivement, je suppose que il y a eu des préconisations. Moi, je vois certains salariés qui, effectivement, ont bénéficié d'accompagnement sur des formations qui sont en lien avec le service social et qui sont agiles et mobiles dans leur reclassement, entre guillemets, dans leur maintien dans l'emploi, de leur propre emploi, et d'autres qui sont complètement, effectivement, se laissent porter. Je pense qu'effectivement, on n'a pas trop de visu de savoir ce qui a été mis en place aussi par le médecin du travail. Alors, vous en avez de la visu maintenant. Excusez-moi, je vous coupe après parce que comme ça, c'est pour qu'on puisse avancer. Gentil, madame. Ouais, c'est gentil de m'éclairer. Voilà, vous avez de la visu parce que justement, bon, d'abord, soit vous avez un peu un lien, c'est le cas de la question qu'il y a, que faire le salarié est en arrêt plus de 6 mois pour qu'il soit vu, etc. Il faut savoir qu'il existe maintenant la pré-reprise à la demande du médecin du travail. Donc, vous pouvez appeler votre médecin du travail en disant « j'ai tel salarié qui est en arrêt depuis 1 an et demi ». J'arrive pas, j'ai pas trop de nouvelles, j'ai pas trop d'infos. Il faut espérer que j'ai les coordonnées de ce salarié-là, parce que vous n'avez normalement pas le droit de me les communiquer. Mais si je les avais parce qu'il avait déjà vu la visite, je suis en droit de le convoquer. C'est tout nouveau, ça a 2 mois, c'est la pré-reprise à la demande du médecin du travail. Après, vous pouvez aussi, il y a le rendez-vous de liaison qui existe maintenant, qui vous permet de faire un courrier au salarié en toute légalité, en lui proposant un rendez-vous, et dans cette proposition, parce qu'il a le droit de refuser, lui dire « on vous propose de se rencontrer pour faire un point, etc. » Et rappelez-vous aussi que vous pouvez à tout moment appeler votre médecin du travail à tel moment pour faire une visite de pré-reprise. Et le rendez-vous de liaison vous permet maintenant, légalement, de rentrer en contact avec un salarié en arrêt maladie. Oh, mais je vous remercie beaucoup parce qu'effectivement, le but, c'est pas d'aller sur de la sortie ou de l'inaptitude, c'est parfois on est vraiment sans aucune info. Et Oui. imaginez-vous quand on reprend un poste et pour lequel on n'a pas de connaissance des effectifs, où il y a eu peut-être des mouvements de direction, des choses comme ça. C'est vrai qu'on se retrouve vraiment. Voilà. Donc, il y a 2 nouveaux outils. Voilà, c'est nous appeler pour qu'éventuellement, si on a les coordonnées, on puisse envoyer une convocation à notre demande, et le rendez-vous de liaison qui vous permet dans ce courrier de demande de rendez-vous de liaison de rappeler aux salariés quelles sont ses possibilités pendant l'arrêt. C'est des choses qu'on fait quand on a les salariés. Merci. Voilà. S'il vous plaît, on arrive au terme de ce webinaire. Il y avait encore juste 2 petites questions pour ne pas frustrer trop de monde. Que faire quand un salarié est en arrêt de plus de 6 mois? Comment faire pour que le salarié soit vu par le médecin du travail alors que ses arrêts sont prolongés? Et ça, c'est ce que je viens de répondre. Voilà, je viens de répondre à cette question. Tout à fait. Et si on reclasse un salarié sur un nouveau poste dans l'entreprise et que son état évolue, peut-on le replacer sur son poste primitif avec l'accord du médecin du travail? Avec l'accord du médecin du travail, vous pouvez toujours mettre un salarié sur n'importe quel poste. Tant que le médecin du travail a dit OK sur le poste de travail auquel vous demandez à l'instant T en ayant un descriptif de poste, il n'y a aucun souci. Parce qu'en effet, son état de santé peut évoluer favorablement, qu'il puisse reprendre son activité. Ça arrive, ça arrive. Donc, avec l'accord du médecin du travail, vous pouvez mettre le salarié sur le poste sur lequel le médecin a donné son accord. Il n'y a aucun problème.
Très bien, merci. On arrive à la fin de ce webinaire. J'aime bien respecter le temps c'est les engagements qu'on a pris. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site de la CARSAT, le site internet de la CARSAT. On a un certain nombre d'informations et de documentation. Je ne sais pas si Emma peut passer le diaporama où on a juste les liens qui vous seront envoyés sur le PowerPoint. Donc voilà, sur notre site, il y a un numéro de téléphone 36 46 dit service social qui est réservé alors essentiellement aux assurés, aux employeurs, plutôt assurés. Oui, qui permettent en tous les cas qu'il y ait un numéro qui peut être transmis aux salariés et qui permettent à toute personne de prendre contact avec le service social qui fera l'évaluation, la prise en charge ou la réorientation éventuelle. Très bien. Merci en tout cas à vous, les participants, puis les deux animatrices qui ont répondu aux nombreuses questions. Je pense qu'il y a l'intérêt que suscite effectivement ce sujet de la prévention de la désinsertion professionnelle. On le voit. L'enjeu étant bien évidemment de préserver la santé au sens large, physique, psychique et social des salariés, avec des gros enjeux, bien sûr, de remobilisation du salarié, avec trouver des solutions adaptées à chaque situation, à chaque entreprise, mais aussi plus globalement aider les entreprises, ne l'oublions pas, à faire de la prévention et améliorer les conditions de travail. C'est aussi un levier important. Je vous inviterai prochainement à évaluer ce webinaire. N'hésitez pas à scanner le QR code ou à faire sur le lien Internet. Vous pouvez retrouver toute notre actualité, les prochains webinaires du deuxième semestre à partir de septembre. Nous allons reprendre notre série de webinaires et suivre notre actualité sur nos newsletters. Voilà, grand merci à vous. Merci aussi à Olivia Bectar et Emma Dupuis qui m'ont accompagné pour l'organisation aussi de ce webinaire. Docteur Mallet, merci. Valérie Thomas, grand merci aussi. Et puis, bonne semaine. Merci, au revoir. Merci, au revoir.